Mesdames et messieurs, bienvenue dans Dossier spécial. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de réponses à donner à toutes les préoccupations qui nous ont été données au courant du week-end. Mais spécialement, nous allons faire cette émission en pensant à une personne qui nous a appelé et qui nous a écrit depuis Lubumbashi. Je comprends pourquoi à Lubumbashi, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui nous écrivent. Pourquoi? Parce que Lubumbashi est une ville qui est dans une province minière et ils ont tout intérêt à suivre ce que nous sommes en train de faire. Et comme je vous ai dit, c'est une promesse ferme qui est faite et nous allons réaliser. Vous tous qui nous suivez dans des provinces à vocation minière, que ce soit dans les Kasaï, que ce soit dans le nord-sud et dans les Maniema, dans le nord-sud Kivu et dans les Maniema, que vous soyez au centre, partout où vous êtes en train de... Même dans les Bandundu ici, dans les Congo central également, parce que dans les Congo central, au-delà du fait que dans les prochains jours, on pourra avoir des titulaires des droits miniers. Actuellement, nous avons des titulaires des droits des carrières parce que il y a des produits des carrières qui sont produits dans les Congo central. Donc, dans les Congo central également, il y a tout intérêt de marteler sur ces points parce que généralement, quand on parle de ces secteurs miniers, beaucoup ont plus tendance à aller du côté du droit minier. Alors qu'à côté du droit minier, nous avons les droits des carrières. Quand je parle des droits miniers, vous comprenez ce dont je suis en train de faire allusion, c'est-à-dire ce sont des prérogatives qu'on vous donne pour faire l'exploitation et pour faire la recherche minière. Par contre, de l'autre côté, droit des carrières, c'est-à-dire on vous donne l'autorisation d'exploitation et on vous donne également l'autorisation de recherche. Donc ce sont deux domaines différents, mais qui se retrouvent pratiquement dans un même secteur parce que ce soit des produits de carrière, que ce soit des produits miniers, tout ça sont des substances minérales au terme du code minier. Donc ça, ce sont des précisions détails que nous devons absolument donner à tous les amis qui sont en train de nous suivre présentement. Je ne sais pas où vous êtes en train de me suivre, mais je vous dis sincèrement merci de votre fidélité. Je vous dis également merci de l'accompagnement, de l'entente, de l'écoute de tout ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes là également pour encourager, pour motiver, que ce soit les jeunes, que ce soit les majeurs, que ce soit les étudiants, pourquoi pas à s'intéresser à ce domaine qui est un domaine qui est stratégique, qui est un domaine qui est important, non pas seulement pour les pays, mais également pour nous, les habitants de la République démocratique du Congo, parce que c'est impensable que l'on puisse avoir un pays immensement riche, mais que nous soyons ignorants de tout ce qui se passe dans ce secteur. Alors aujourd'hui, je ne viendrai pas avec beaucoup de considérations techniques, mais je voudrais plutôt répondre à quelques questions qui nous ont été posées, à mon avis. Parce que quand vous nous envoyez des questions, on n'a pas assez de temps. Nous sélectionnons les questions par rapport à la pertinence également des questions. Parce que quand une personne nous pose une question, au regard de la pertinence de la question, nous pouvons décortiquer un certain nombre de sujets qui pourront aider plus d'une personne à avoir de la lumière et de l'éclairage. Alors, il y a une question qui nous a été posée par notre ami Paul depuis Lubumbashi sur la responsabilité sociétale des entreprises. Nous allons répondre sincèrement à cette question parce que c'est une question, je comprends pourquoi vous nous l'avez posée, c'est une question qui est très importante, non pas seulement pour nous en tant que population, mais également pour les activistes de la société civile qui sont dans les secteurs et pourquoi pas aussi pour les entreprises elles-mêmes, parce que c'est une responsabilité et vous êtes appelés à répondre à cette responsabilité qui est importante. Donc, nous allons voir dans la mesure du possible comment nous allons répondre à la question relative à la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, il y a une autre question qui nous a été posée depuis Kindu dans les Maniema. Qu'est-ce qu'on exploite dans le nord Kivu, dans le sud Kivu et dans les Maniema? Alors, cette question nous a été posée depuis la ville de Kindu et je salue pratiquement tous les habitants de la ville de Kindu. C'est une province également à vocation minière. Alors, la dernière question sur laquelle nous allons chercher à répondre, c'est une question qui nous a été posée depuis Kolwezi. La question nous dit ceci: est-ce qu'il existe des sociétés qui produisent les cuivres en République démocratique du Congo? Merci beaucoup à toutes ces questions et nous allons répondre. Alors, rapidement, nous allons répondre à cette question qui nous a été posée par notre ami depuis Kindu. Qu'est-ce qu'on exploite dans le nord Kivu, dans le sud Kivu et dans la province du Maniema? Alors, j'aimerais que
l'on puisse s'entendre très bien. Et ici, en répondant à cette question, nous allons étaler notre réponse en fixant les esprits par rapport à l'instruction cadastrale dont il est question ici. Parce que vous allez comprendre, à chaque fois que je parle d'instruction, je vous parle d'instruction cadastrale qui est faite par les cadastres miniers. Il y a l'instruction environnementale qui est faite par l'Agence congolaise de l'environnement et la direction de l'environnement minier. Et il y a également les FNPSS. Voilà. Ce sont ces structures-là qui font l'instruction environnementale. Et à chaque fois que je parle d'instruction cadastrale, j'insiste sur un fait d'empiètement. Parce que le cadastre minier va se baser sur les différents périmètres et va se rassurer que les différentes superficies des périmètres ne vont pas s'empiéter. Et ici, vous allez comprendre, au regard de la question qui nous a été posée, que la question d'empiètement est très délicate. Parce qu'il y a des empiètements qui sont prévus dans les codes, mais il y a des empiètements qui ne sont pas prévus et qui nécessitent à ce qu'il y ait indemnisation. Alors ici, dans les cas d'espèce, qu'est-ce qui est exploité dans les nord, dans les sud et dans les Maniema? Alors moi, comme vous savez, Télé 7, c'est une télévision commerciale. On ne viendra pas ici commencer à citer les noms d'entreprises, mais pour cause de force majeure, nous allons voir dans quelle mesure du possible. Nous pouvons vous parler de quelques sociétés qui exercent leurs activités et qui, à travers leurs activités, nous allons comprendre qu'est-ce qui est pratiquement exploité dans le nord, dans le sud Kivu et dans la province du Maniema. Je prends par exemple une société qui s'appelle Sakima. Sakima, au fait, c'est la société aurifère du Nord Kivu, la société aurifère du Kivu et Maniema. Alors, Sakima, j'en viens à l'instruction, Sakima a plus ou moins 46 permis d'exploitation. Et dans ces 46 permis d'exploitation, Sakima étale ses activités dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Et dans ces 46 permis d'exploitation, Sakima a plus ou moins 1 million d'hectares. Vous comprenez? C'est-à-dire 1 million d'hectares gérés par un titulaire des permis d'exploitation. Mais bon, vous allez comprendre que c'est plus facile si on ne veille pas sous la carte de retombe minière. Quelqu'un d'autre peut solliciter un périmètre allant, par exemple, du Nord Kivu vers les Maniema, dont c'est 1 million d'hectares. Quelqu'un d'autre peut solliciter également un titre, un droit minier, et on peut lui accorder un droit minier dans l'aire gérée par Sakima. Et vous allez vous rendre compte que si, au niveau du cadastre minier, dans l'instruction, on ne veille pas, on risque de tomber dans l'empiètement des permis d'exploitation. Donc ça, c'est très important. Donc 1 million d'hectares gérés par cette structure, et ces 1 million d'hectares sont répartis à la fois dans le Nord Kivu, comme je l'avais dit, dans le Sud Kivu et dans la province du Maniema. Et dans ces 1 million d'hectares, 46 permis d'exploitation, cette entreprise exploite la cassitérite. Alors, il faut mettre en tête que, est-ce qu'au niveau de la réalisation, on peut nous suivre en balançant quelques images des minéraux qui sont là? Alors, ces cassitérites-là, c'est un minerai qui sert au polissage optique et il peut comprendre jusqu'à 70% d'étain. Qu'est-ce qu'on exploite dans le nord, sud, Kivu et Maniema? On exploite également de la colombo-tantalite, ce que nous appelons coltan. Il y a plus ou moins 40% de tantal dans l'exploitation qui est faite par cette entreprise. Alors, les coltans, on l'utilise à la fois dans les téléphones, à la fois, ça dit téléphone mobile, on l'utilise également dans les ordinateurs, on l'utilise également dans d'autres appareils. Qu'est-ce qu'on y exploite dans ces périmètres? Pardon, dans ces périmètres,
On exploite également le wolframite, qui est composé d'au moins 54% de tungstène. Alors, le wolframite, c'est utilisé pour la fabrication des filaments, des ampoules électriques et tubes cathodiques. Vous voyez, par exemple, si vous êtes chez vous, généralement, les ampoules à incandescence, vous voyez les filaments là, qui se trouvent à l'intérieur. Alors, les petits filaments qui se trouvent dans ces ampoules, même les différentes ampoules LED ici, les filaments qu'on y trouve là-dedans sont fabriqués par le wolframite. Et ce wolframite, on y trouve en grande quantité dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu et dans les Maniema, et c'est exploité par cette entreprise dont il est question. Alors, j'aimerais également vous parler d'une terre rare qu'on appelle la monazite. Alors, la monazite également, c'est une terre très rare qu'on exploite également dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Et la monazite, mesdames et messieurs, c'est cette terre très rare qui contient couramment du thorium et de l'uranium. Vous comprenez son utilité. Et quand je vous ai parlé du thorium et de l'uranium, généralement, c'est pour la production de l'électricité. On peut même fabriquer certains engins avec ça, notamment les bombes atomiques et ainsi de suite. Donc, cette terre rare se trouve en République démocratique du Congo et vous pouvez les retrouver facilement dans les périmètres qui sont exploités par l'entreprise dont il est question. Donc, cette terre rare, ça s'appelle la monazite. Il faut bien retenir ça. C'est une terre rare, mais qui contient à la fois le thorium, qui contient à la fois l'uranium. Dans toujours cette partie exploitée par cette entreprise, vous pouvez également y trouver, pourquoi pas, l'or qui est exploité à 95% d'or pur. Et l'or, vous savez, c'est également la joaillerie qui est la principale utilisation de l'or. Et vous avez également l'argent qui est utilisé dans la fabrication d'encre indélébile, des teintures et les applications médicales. Vous avez les cuivres également, on va en parler bientôt dans la deuxième question qui nous a été posée. Vous avez également les plombs, on peut trouver beaucoup de plombs dans les Nord Kivu, dans les Sud Kivu et dans les Maniema, beaucoup de plombs. Alors les plombs, si vous associez ça au zinc, c'est récupéré lors des opérations métallurgiques. Et vous avez également la tourmaline, qui est également exploitée dans les Nord Kivu, Sud et Maniema. Alors, la tourmaline a le pouvoir d'attirer et d'emmagasiner les énergies positives environnantes et les transmettre. Vous avez également les niobium. Alors, les niobium, c'est un minerai stratégique dont le métal intervient dans la fabrication des alliages composants, vous savez, tout ce qui est tuyaux de fusée. Alors, on a vraiment besoin de niobium. Vous avez également les diamants, qui est très connu, et vous avez tous ces minéraux-là, mesdames et messieurs, vous pouvez les trouver rien que dans cette partie de la République démocratique du Congo, et vous allez comprendre pourquoi, à chaque fois, dans cette partie, il y a des guerres incessantes. Parce qu'il y a un intérêt stratégique, un intérêt minier qui est là-dedans, et il y a beaucoup d'intérêt dans cette zone. Et là, nous encourageons pratiquement les efforts qui sont fournis par les autorités de la République démocratique du Congo pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République et pourquoi pas, mater toutes ces poches d'insécurité. Parce que généralement, dans la partie est de la RDC, les rebelles connaissent, je ne sais pas s'ils ont la maîtrise de la carte des retombées minières, je ne pense pas, mais généralement, ça gravite autour de ces richesses minières. Et ici, je vous ai donné cette liste. Donc, vous trouvez cassitérite, coltan, vous avez le wolframite, vous avez la monazite qui est cette terre rare, vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez les plombs, vous avez la tourmaline, vous avez les niobium, vous avez les diamants. Tout ça,
vous les trouvez concentrés dans cette partie de la République démocratique du Congo et il y a beaucoup d'entreprises qui en exploitent. Et ici, je vous ai parlé d'une société qui a au moins 1 million d'hectares et qui a plus ou moins 46 permis d'exploitation. Et cette société n'est rien d'autre que la société aurifère du Kivu et du Maniema, dont nous saluons en passant son directeur général, M. Fidel Kassongo, qui est en train de nous suivre. La deuxième question qui nous a été posée, c'est la question relative à l'exploitation. Est-ce qu'il existe, des sociétés qui produisent les cuivres en RDC? Oui. C'est vrai, on parle des cuivres, mais oui. Il y a beaucoup de sociétés qui produisent les cuivres. Ici, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qui ont fait du cuivre et leur spécialité. Il y en a beaucoup. Alors, si je ne me trompe pas, je pourrais citer, je fais un tour à Kolwezi, j'ai visité les différents sites miniers de Kolwezi, j'ai vu comment le travail est en train de se faire, et au loin également, si vous êtes à Kolwezi, vous pouvez voir, par exemple, en dehors des sites miniers, vous allez voir également des jeunes gens en train de faire de l'exploitation artisanale. J'ai vu également beaucoup de coopératives minières à Kolwezi, mais je n'ai pas pu, parce que faute de temps, je n'ai pas pu avoir le temps d'aller les rencontrer, parler avec les coopératives minières, mais j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de coopératives, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de négociants, j'ai vu également qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui s'étaient vraiment adonnés à l'exploitation minière. Alors, vous prenez par exemple la société comme KCC, Kamoto Copper Company, c'est une société qui exploite les cuivres et c'est une société également qui exploite les cobalt dans la province de Lualaba, précisément à Kolwezi. Alors, c'est une société qui est située à Kolwezi, comme vous le savez. Alors, ça produit et cette société-là s'est dit qu'elle est la plus grande productrice de cobalt en République démocratique du Congo et pourquoi pas à travers le monde. Alors, si, parce que vous me dites, si on exploite, oui, il y a des sociétés qui exploitent. Hein. Est-ce qu'il existe des sociétés qui produisent les cuivres? Oui, notamment KCC dont je suis en train de vous dire. Et dans KCC, la GECAMINE a plus ou moins 20% d'actions. Donc KCC, et vous avez Glencore qui a au moins 75% d'actions dans ces sociétés, et vous avez également, si je ne me trompe pas, Simco doit également avoir plus ou moins 5%. Donc si on prend 75% d'actions de Glencore, qui est l'actionnaire majoritaire bien sûr, vous prenez 20% détenus par la GECAMINE et vous prenez 5% détenus par Simco, 115 plus 5, ça fait 80, plus 20, ça fait 100% des parts sociales. Et les actionnaires se partagent les dividendes, bien entendu. Donc, vous comprenez qu'il y a au moins des sociétés qui produisent. Et si vous avez sur votre territoire, une société qui se dit les plus grands producteurs du cobalt mondial, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Mais le plus important pour nous, c'est de voir, au-delà du fait qu'il y a des titulaires qui viennent sur les territoires congolais, qui exploitent par exemple les richesses minières en République démocratique du Congo, quelles sont les retombées par rapport aux communautés locales et par rapport à la République dans son ensemble. Parce que les communautés locales, certes, avec les mécanismes mis en place, on va en parler lorsqu'on va parler de la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, on va en parler dans quelques minutes, vous allez vous rendre compte que il y a un encadrement légal pour la prise en charge des impacts causés par l'exploitation au niveau des communautés locales. Il y a une bonne prise en charge et je crois que si vous suivez de temps en temps dossiers spéciaux, nous faisons un maximum d'efforts pour vous donner un certain nombre d'informations, surtout les informations qui sont liées à notre dada, que nous appelons les codes miniers, que nous appelons les règlements miniers, surtout les informations liées là-dedans. Pas les informations liées aux activités menées par les sociétés, ce n'est pas ça notre vocation, pas les informations liées
à ce que les organisations font, mais si ce que la société ou ce que les sociétés minières font qui cadre avec la législation, nous on est là pour saluer et voir l'action menée par la société. Est-ce que ça cadre avec telle ou telle autre disposition prévue dans les codes miniers? Nous saluons dès demain. Est-ce que l'action menée par la société civile, ça cadre avec les dispositions du code minier? Nous allons saluer dès demain. Est-ce que les positions prises par l'administration minière, ça cadre avec ce que prévoit les codes ou les règlements miniers? Nous allons saluer. Mais si ça énerve, nous reviendrons également sur le plateau pour dire telle disposition, tel arrêté, ça énerve. Cette position, ça énerve les dispositions pertinentes du code minier. Nous serons là pour encourager et pour décourager toutes les positions ou toutes les tendances qui ne cadrent pas avec la législation minière, parce que nous sommes là pour faire la promotion de tout ce qui est valeur portée par l'instrument hautement capital et important que le législateur congolais a légué pratiquement à tous les Congolais, que les codes miniers. Et si les mêmes législateurs se rendent compte que ces codes miniers nécessitent d'être révisés, le législateur reprendra son débat et nous allons suivre de près les débats, loin de toute tendance possible. Je vous ai toujours dit, dossier spécial n'a aucune tendance, n'a aucune coloration. Nous sommes du côté de la loi. On n'est ni du côté de la société civile, ni du côté de l'administration minière, ni du côté des titulaires que vous appelez entreprises. Nous sommes du côté de la loi. Qu'est-ce que les codes disent? Ce que les codes disent, c'est ce que nous allons dire. Au niveau de l'interprétation, nous allons débattre. Il n'y a pas de souci. Mais commençons d'abord par respecter ce que les codes disent et nous allons amener de l'interprétation un peu plus tard. Alors, donc je disais que par rapport à la question qui nous a été posée par notre ami de Kolwezi, oui, il existe des sociétés qui exploitent les cobaltes dans notre pays. C'est vrai, on parle de cobalt, c'est vrai, on parle de cuivre. Effectivement, il y a des sociétés qui exploitent les cobaltes, qui exploitent les cuivres en République démocratique du Congo. On doit se le dire et ça doit être clair. Maintenant, vous qui me suivez, peut-être vous pouvez vous poser la question de savoir, mais cobalt yango, cuivre yango, musala nango, eza nini. Peut-être c'est la première fois de suivre dossier spécial. Je vous prie de nous suivre chaque jour sur Télé 7, les matins et les soirs. On est là. Les matins à 8h, nous sommes là sur Télé 7 et les soirs à 19h30, nous sommes là sur Télé 7. Notre vocation à nous est de vous inciter, chers Congolais, partout où vous êtes à travers la République, de vous intéresser à ce secteur qui est un secteur important. Nous allons vous inciter à vous intéresser à ce secteur et tout en vous disant que ce secteur est encadré légalement. Voilà pourquoi nous parlons du code minier qui est la loi mère, la loi phare qui organise ce secteur. Personne ne peut se dire venir travailler dans le secteur minier sans pour autant se référer au code, sans pour autant se référer à ce que dit les règlements miniers. C'est important parce que les codes fixent et les règlements interprètent. Et les règlements donnent toutes les mesures d'application et nous sommes là pour vous aider à la fois à mieux comprendre les codes et pour vous aider à la fois à mieux comprendre ce que dit les règlements, parce que les deux ne peuvent pas se contredire. L'un fixe, l'un donne les mesures d'application et nous allons marcher comme ça. Donc je disais, les cuivres, ça sert à quoi? Alors généralement, les cuivres, on peut l'utiliser dans des technologies renouvelables, donc y compris par exemple les cellules solaires et les véhicules électriques. Voilà pourquoi je vous dis que la République démocratique du Congo est au cœur des enjeux mondiaux. À travers le monde, il y a autant d'enjeux. Mettez-vous en tête qu'actuellement, avec tout ce que nous avons comme réchauffement climatique, avec la surchauffe de l'atmosphère, les experts se sont rendus compte que il faut non pas seulement les mixtes, mais il faut migrer. Il faut vraiment migrer. Et la migration actuellement, c'est d'aller vers
des véhicules non polluants. Et avoir un véhicule non polluant, c'est utiliser une batterie électrique. Actuellement, il y a des marques que vous connaissez que je ne pourrais pas citer pour éviter de faire la publicité gratuite. Il y a des marques actuellement qui existent et qui ont une réputation mondiale, et ces marques ne vendent que des véhicules électriques. Peut-être en Afrique actuellement, on n'a pas encore de véhicules ou de voitures électriques, mais à travers l'Europe et à travers sous d'autres cieux, nous avons des véhicules ou des voitures électriques. Moi, j'ai eu la grâce, à Genève, en Suisse, de rouler pour la première fois dans une voiture électrique. Et je vous dis, vous avez de l'aisance et c'est très bien fait. Et je me dis, ces véhicules-là, on aura besoin de la matière première pour fabriquer des batteries électriques. Et je vous dis, on ne peut avoir besoin que de cuivre. C'est vrai, à travers l'Afrique, il y a des pays qui ont des cuivres, mais en grande quantité en Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Et là, c'est aussi un autre enjeu. Les Congolais doivent se réveiller. Est-ce que on a des hommes d'affaires qui ont la potentialité financière et qui ont la potentialité technique de se lancer dans ce secteur? Ça, c'est une grande question. Et quand je vous ai parlé d'une des sociétés qui exploite en grande quantité les cuivres en République démocratique du Congo et les cobaltes, j'ai cité un exemple, c'est une question qui m'a été posée depuis la province de là-bas, précisément à Kolwezi, et cette société est basée à Kolwezi, c'est KCC. Et dans KCC, vous allez vous rendre compte que la République démocratique du Congo, représentée par la GECAMIN, à 20%, et les étrangers ont 75%. C'est-à-dire c'est l'étranger qui en est le maître, et c'est l'étranger qui est, entre guillemets, les propriétaires, entre guillemets, de l'entreprise, parce que c'est elle qui va nommer certains de ses délégués à des hautes fonctions. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, Congolais, nous avons également la responsabilité d'avoir des sociétés minières qui ont non pas seulement des parts ou des actions sociales prévues dans les codes ou dans les règlements miniers, non, mais qui doivent venir avec des capitaux frais pour investir dans ce secteur. C'est important, parce que l'enjeu est là. Mais malheureusement, on n'arrive pas à comprendre que l'enjeu est là. On a le cuivre, le monde a besoin de migrer vers des véhicules électriques, et pour en avoir, il faut avoir les cuivres, et la République démocratique du Congo a les cuivres. Alors, les regards de tous ces industriels seront tournés vers la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'insiste. Certes, on a une administration minière qui est efficace, mais il faut davantage renforcer cette administration minière. Et ici, je suis en train d'insister sur le fait qu'il y a deux directions importantes sur lesquelles il faut vraiment mettre des moyens. Vous avez, je ne parle pas des directions, il y a une direction technique que nous appelons la direction des mines. C'est une direction qui est très importante. Il faut y mettre beaucoup de moyens. Il faut vraiment mettre les agents qui travaillent dans ce service à l'abri et à l'abri de toute tentation possible. Et vous avez les ingénieurs qui travaillent au cadastre minier, il faut les mettre également à l'abri des tentations, parce que lorsque tout le monde viendra, tout le monde aura besoin de quoi? Tout le monde aura besoin des droits miniers. Et c'est là qu'on fait l'instruction cadastrale et l'instruction technique. C'est important. Donc il faut vraiment veiller. S'il y a une mauvaise instruction qui est faite, s'il y a une mauvaise instruction cadastrale, s'il y a une mauvaise instruction technique qui est faite, alors l'autorité, c'est-à-dire les ministres ou la ministre des Mines, pourra prendre une mauvaise décision en octroyant un droit à une entreprise dont la procédure n'a pas été rigoureusement suivie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine défaillance à la fois technique et cadastrale. Donc, nous plaidons pour mettre beaucoup de moyens dans ces départements dont on vient de faire allusion. Véhicules électriques,
cuivre. C'est important. Et on peut également utiliser le cuivre pour la construction des bâtiments et des ponts. On peut utiliser les cuivres pour la télécommunication. On peut, les différents matériels de télécommunication, on peut les utiliser après la fonte du cuivre. On peut utiliser les cuivres pour des produits électriques et électroniques, notamment les téléviseurs, notamment les ordinateurs, notamment les consoles des jeux pour les enfants. On peut également utiliser les cuivres pour la fabrication de toutes ces choses-là. Pour les transports, notamment pour les voitures, pour les avions, on a besoin de cuivres. On a besoin de cuivres également pour les différents produits quotidiens, notamment les ustensiles de cuisine, notamment les pièces de monnaie. On a besoin de cuivres. Donc c'est pour vous dire que ça, minerai moko est très capital. Et si vous avez besoin de cuivre, il suffit de faire un petit tour dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. Vous allez voir que la ville est en ébullition. Il y a des chantiers, il y a des sites miniers, même en pleine ville de Kolwezi, là, il y a des sites miniers. Et j'étais même étonné quand j'étais à Kolwezi, même dans des parcelles, j'ai eu à filmer, moi, dans des parcelles, dans votre parcelle à vous, tel que vous êtes en train de me suivre, dans votre maison, en dessous là, il y a des cuivres. Est-ce que vous le savez? Les Quinois ne le savent pas. Il y a des cuivres. Un parent qui accepte de avoir la carrière dans sa propre maison. Je suis entré dans une maison où Babou Kandaku, Bakrezanda Koutinase. Et ce n'est pas seulement un cas, c'est dans tous ces quartiers-là. On a creusé, on a cassé des maisons rien que pour aller faire de la recherche artisanale du cuivre. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraies. Moi-même, j'ai eu à amener des images et je l'ai vu de mes propres yeux à Kolwezi. Donc, pour vous dire que ce sont des minéraux stratégiques et c'est important, stratégique pas au terme du code, parce que ici, quand on parle de minéraux stratégiques, je vous ai déjà expliqué la différence entre minéraux stratégiques et tout ça. Voilà, alors, je dis que en dehors du cobalt, en dehors du cuivre, vous avez également les cobaltes. Alors, les cobaltes, c'est... on utilise les cobaltes généralement pour des batteries rechargeables. Souvent, les batteries, tout ce qui est batterie rechargeable, on a besoin du cobalt. C'est-à-dire, si vous avez un appareil qui a besoin d'une batterie rechargeable, mais en tête qu'on a eu à utiliser également le cobalt pour sa fabrication. Il y a beaucoup d'alliages utilisés dans les moteurs d'avion, on a besoin de cobalt. Dans les turbines à gaz, on a besoin du cobalt. Dans les aciers à grande vitesse ou dans les alliages qui nécessitent une grande corrosion et des carbures. On utilise également le cobalt pour les aimants et les supports d'enregistrement magnétique. Donc, c'est pour vous dire que ce pays est grandement béni. Les autres nous regardent au loin, mais c'est à nous, à l'interne, nous devons prendre conscience. Et c'est à nous de connaître ce que nous sommes. C'est à nous de nous rassurer de notre capacité, de ce que nous valons réellement. Et j'insiste, nous sommes appelés à comprendre et à connaître ces secteurs. Ça, c'est vraiment un message que je ne cesserai jamais de lancer à chaque fois que vous me verrez chaque matin, à chaque fois que vous me verrez chaque soir. Je veux vraiment vous inciter à vous intéresser à ce secteur, car c'est important. Il ne suffit pas seulement de dire que nous avons des potentialités minières, mais si vous ne les connaissez pas, ça ne sert à rien. Et si vous ne maîtrisez même pas les dispositions légales qui fixent les contours de ces secteurs-là, ça ne sert à rien. On peut être dupé, on peut être balayé du revers de la main, alors que les dispositions vous donnent la possibilité d'en être propriétaire, mais faute de connaissances, on peut être mis de côté. Je pense que j'ai répondu à deux préoccupations de nos amis
Et actuellement, nous allons répondre, on n'a presque pas le temps, à une autre question, à mon avis, qui est très pertinente. Et cette question, c'est en rapport avec la responsabilité sociétale des entreprises. Mesdames et messieurs, quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, c'est une question qui nous a été posée par Paul depuis Lubumbashi. C'est une question qui intéresse surtout les organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur minier. Elles sont très intéressées en parlant de la RSE. Il y a beaucoup de chercheurs également qui ont parlé de la RSE. Les entreprises également elles-mêmes parlent de la RSE. Quand je parle RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Mais si je vous amène dans les codes miniers, les codes parlent plutôt de la responsabilité sociétale des titulaires. Titulaire et entreprise, c'est pratiquement la même chose, mais au regard de la loi, un titulaire, okay, c'est une personne morale qui est passée par plusieurs étapes pour obtenir les droits miniers. Okay? Et quand on parle d'entreprise, c'est déjà celui-là qui a obtenu les droits miniers. Donc, pratiquement, c'est la même chose. Mais moi, j'aimerais parler des titulaires parce que le titulaire connaît la souffrance de l'appel d'offres, parce que le titulaire connaît la souffrance d'instruction à la fois cadastrale, à la fois environnementale et à la fois technique. Ce n'est pas facile. Il faut attendre que l'autorité puisse décider afin que l'on puisse vous donner ces droits-là. Donc, ce n'est pas facile. Et j'aimerais plutôt parler, pour respecter les dispositions pertinentes de la loi, j'aimerais plutôt parler des titulaires plutôt que d'entreprises. Donc, la responsabilité sociétale du titulaire, au regard des codes miniers, c'est représenté par trois choses. Je peux me tromper, on peut débattre, il n'y a pas de souci parce que l'émission est sur YouTube, l'émission est balancée un peu dans beaucoup de plateformes. On peut discuter, mon numéro est là, on peut échanger par WhatsApp, on peut échanger par appel téléphonique. Je suis totalement ouvert aux discussions. Mais moi, je me base sur les codes. Et dans les codes, quand on parle de responsabilité sociétale, on voit d'avoir, l'obligation de contribuer au financement des projets de développement communautaire, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on parle de responsabilité sociétale du titulaire, on voit les cahiers des charges, qui est également important, puisque je ne parle pas de règlement minier, je reste dans les codes. Dans les règlements miniers, on a vraiment fixé, si vous allez, je crois, à partir de l'article 415 ou 411, vous allez voir à tout ce dont je suis en train de vous parler. Et dans la responsabilité sociétale des entreprises, on parle également de la gestion de la dotation pour contribution au projet de développement communautaire. C'est à mon avis les trois points qui doivent constituer la responsabilité sociétale des entreprises ou des titulaires. Alors, je vais vous amener rapidement, si vous le permettez, à l'article 285 secties du Code minier. Là, on parle du premier point dont je vous avais dit, de l'obligation de contribuer au financement des projets de développement communautaire. L'article 285 dit, on lit et puis on va expliquer rapidement, si vous le permettez, sans préjudice des dispositions des articles 212, 13, 14 et 42 alinéa 2 du présent Code, les titulaires, c'est-à-dire l'entreprise, est tenu de contribuer durant la période de son projet, si les projets, parce que la période de validité d'un permis d'exploitation, c'est 5 ans, durant ces 5 ans qui peut être renouvelable, durant la période de son projet, doit contribuer à faire quoi? À la définition, et à la réalisation des projets de développement socio-économique et industriel des communautés affectées par les activités du projet sur la base d'un cahier des charges pour l'amélioration des conditions de vie des communautés. C'est important. C'est-à-dire, lui-même, excusez-moi, il doit à la fois définir, il doit
Il doit contribuer à faire quoi? À définir et à réaliser. C'est-à-dire, nous devons d'abord définir, quels sont le projet de développement socio-économique. Il faut définir ça. Les titulaires, lui, c'est-à-dire l'entreprise, avec les communautés et les autres représentants des structures étatiques, vous devez définir ces projets socio-économiques. Il faut définir ça. Il faut identifier ces projets. Et il faut définir ces projets. Ça, c'est le rôle de l'entreprise également. Et en dehors de ça, l'entreprise doit réaliser. Donc, en amont, on définit et en aval, on réalise. Et quand on définit, par exemple, un projet de construction, par exemple, d'un barrage hydroélectrique, on définit, mais il faut réaliser ces barrages. Si ces barrages vont coûter $1 million américains, l'entreprise doit prendre l'engagement de faire quoi? De financer ces barrages. Parce qu'il y a eu des entretiens préalables. Je vais vous parler, lorsque je reviendrai dans le règlement minier, je vais vous expliquer la procédure d'élaboration d'un cahier des charges, comment les communautés locales sont impliquées, comment l'administration provinciale est impliquée, comment ça se présente, les différentes étapes pour la définition des cahiers des charges, on va en parler. Donc ici, je donne rien que les grandes lignes pour nous permettre de mieux comprendre. Donc, ici, dans l'obligation de contribuer au projet de renforcement des communautés, de développement communautaire, il y a la définition et la réalisation des projets socio-économiques. C'est sur la base d'un cahier des charges. Voilà pourquoi on en vient au cahier des charges. Et le cahier des charges, maintenant, c'est toujours le même article 285, mais c'est petit. On parle de cahier des charges. C'est un peu long, mais nous devons retenir paragraphe par paragraphe pour répondre à notre ami Paul, parce que cette question, on en a longuement échangé avec lui au téléphone. Il m'a vraiment embêté. Il m'a dit, Monsieur Raymond, excusez-moi, on a besoin de comprendre. Je ne sais pas s'il fait partie de la communauté des communautés locales. Moi, je ne sais pas. Mais j'aimerais également prendre suffisamment le temps pour aider notre ami Paul à mieux comprendre. Donc ici, première étape, je dis, c'est l'obligation. Et dans l'obligation, il y a la définition et la réalisation des projets. Et on vous dit, la réalisation là, c'est sur la base d'un cahier de charges. Mais c'est quoi un cahier de charges? Alors, conformément à la loi, c'est-à-dire les codes dont il est question, un cahier de charges définit la responsabilité sociétale de l'entreprise, vis-à-vis des communautés locales par les activités minières. Vous devez définir dans les cahiers des charges quelles sont les responsabilités sociétales. Ça doit être clair dans les cahiers des charges. Or, j'ai dit que là-bas, il faut définir et il faut réaliser les projets socio-économiques. Il faut définir clairement quelles sont ces responsabilités. Alors, on donne maintenant l'objectif d'un cahier des charges. On dit 1. Orienter. 2. Organiser. Quoi? La mise en œuvre des engagements du titulaire des droits, à la réalisation des infrastructures socio-économiques et services sociaux au profit de communautés locales affectées. C'est-à-dire, vous devez orienter et organiser la quoi? Vous devez orienter et organiser quoi? Orienter et organiser quoi? Voilà. Donc, vous devez orienter et organiser la mise en œuvre des engagements du titulaire à la réalisation des infractions. Mise en œuvre et engagement. Voilà pourquoi, rappelez-vous,
lorsque j'étais en train de vous parler de l'instruction environnementale, et dans l'instruction environnementale, il y a 3 documents indispensables que vous devez, surtout les communautés locales, ne doivent pas seulement, in fine, voir les projets socio-économiques. Ça peut être des écoles, ça peut être des moulins, ça peut être des ponts, ça peut être quoi encore? Ça peut être des hôpitaux. Tout ça, ce sont des projets. Mais j'ai insisté sur un fait, que dans ce monde ici, il faut connaître. Et on exige à l'entreprise de présenter 3 documents. Et dans les 3 documents, vous avez l'étude environnementale, étude d'impact environnemental et social, vous avez les plans d'atténuation et de réhabilitation qu'on appelle PAR, et vous avez les plans de gestion environnementale et sociale. Dans les plans de gestion environnementale et sociale, on vous dit qu'il faut faire les suivis des mesures qui ont été prises par l'entreprise dans l'étude pour la réalisation des projets socio-économiques. Donc, il faut à la fois, lorsque vous faites les suivis de certaines choses, vous rassurer qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, qui sont passées par l'approbation d'instructions d'une structure compétente, et vous devez faire les suivis. Là, c'est dans les PGS. Vous devez faire les suivis parce que ce PGS-là a été approuvé. Vous devez regarder dans les PGS qu'est-ce qui était prévu et quelles sont les mesures qui ont été prises pour la mise en œuvre des engagements qui ont été pris pour supprimer tout ce qui est impact environnemental. Il y a eu des choses qui ont été dites dans les cahiers des charges. Donc, dans les parts, ce sont des engagements. Et dans les PGS, c'est les suivis des mesures qui ont été prises. Donc, vous comprenez que, ici, mesdames et messieurs, que les communautés locales doivent faire, je dirais, entre guillemets, faire preuve de sérieux lorsqu'on traite de telles questions. Parce que ça en va de la survie même de la communauté. Parce que l'entreprise, quand elle vient, elle va impacter. Et elle peut être autorisée à impacter parce qu'il y a des documents qui sont introduits officiellement et on lui donne la possibilité d'impacter. Mais vous qui allez habiter dans ces coins qui seront impactés par l'exploitation minière, on vous donne la possibilité de négocier définition. Vous devez négocier. Vous devez proposer. On va consulter, il y aura même des réunions publiques pour consulter tout le monde. Est-ce que tel projet que nous voulons faire, ça rencontre les consentements des communautés? Tout le monde va donner un mot. Vous ne pouvez pas être sur un territoire riche, on exploite et vous demeurez pauvre, sous-développé. Non, ça n'existe pas. Et moi, je pense que de telles initiatives ne doivent pas seulement se limiter au niveau local, de telles initiatives doivent aller même au niveau national. C'est important. Et tout en réfléchissant dans des mécanismes de dire, bon voilà, pour développer une communauté locale, il faut des projets communautaires, locaux, construction des routes, construction des ponts, construction des écoles, construction de ceci. Mais est-ce que la même initiative, on ne peut pas l'implémenter sur le plan national pour voir quand des miniers arrivent, est-ce que c'est possible, s'il faut construire par exemple une école dans le territoire où il y a les projets miniers, si dans les plans il est prévu par exemple 2 ou 3 écoles, bon, on construit une école dans les lieux où il y a les projets miniers, on construit un dans les chefs-lieux de la province où l'activité minière se déroule et on construit une école, pourquoi pas, dans la capitale. C'est possible. Ce sont des idées que nous lançons comme ça, pêle-mêle, mais c'est possible. Et là, vous allez vous rendre compte que l'entreprise ne va pas souffrir parce que c'est prévu déjà dans les cahiers des charges. Et c'est 3.
Comme ça, ils construisent 3, mais en des lieux différents. Et là, nous allons assister au développement des communautés locales dans les territoires où il y a les projets miniers. Nous allons assister au développement provincial parce que le chef-lieu va bénéficier d'une belle école. Et nous allons assister au développement national parce que la capitale également sera rayonnée et bénéficier d'une exploitation qui est faite dans un des territoires très loin. Et lorsque tout le monde va commencer à regarder et dire, mais si on vous construit cette école, c'est parce que quelque part, dans une province X, dans un territoire X, on est en train de faire de l'exploitation et voilà les fruits de cette exploitation et tout le monde applaudira de demain. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites et là, je suis en train de saluer et d'applaudir les ONG qui sont en train de travailler à l'intérieur du pays, dans les secteurs miniers. Mais l'impact sur le plan national, ça ne se ressent pas. Quand je parle de l'impact sur le plan national, le siège des institutions, c'est la ville de Kinshasa. Mais à Kinshasa, tout ça, ça ne dit absolument rien aux Kinois. Mais par contre, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Moi-même, je suis témoin vivant, je suis en train de voir. Mais à Kin, il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que au niveau de la mise en œuvre, il y a encore des soucis. Nous pouvons réfléchir et nous pensons que c'est toujours possible d'agir et d'aller de l'avant. Et on termine, parce que là, on est presque à la fin, on termine. Je parlais de la gestion de la dotation des 3. Alors, on dit ceci, conformément au principe de transparence dans l'industrie minière, prescrit par la présente loi, une dotation minimale de 0,3% du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire prévu à l'article 258 bis du présent code est mise à disposition et gérée par une entité juridique comprenant les représentants des titulaires et des communautés locales environnementales directement concernés par les projets. Donc, les chiffres d'affaires, on vous dit, sur votre chiffre d'affaires, réservez 0,3%, c'est beaucoup d'argent, des chiffres d'affaires, que vous allez mettre à la disposition des communautés locales pour la réalisation de certains projets. Donc, tout ça, ce sont des responsabilités sociétales. Il y a les cahiers des charges, il y a la planification, et on vous dit 0,3%, il faut libérer. C'est une responsabilité sociétale de l'entreprise. Je viens impacter une communauté, je dois y mettre un peu d'argent pour permettre à cette communauté-là de vivre de façon économique satisfaisante et de vivre également un développement. Donc, en clair, c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle la RSC, la responsabilité sociétale des entreprises, que moi je me réappelais au regard du code, la responsabilité sociétale des titulaires. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer des questions à ces numéros. Nous serons toujours disposés à venir répondre à toutes les préoccupations. Demain, on sera encore là pour approfondir d'autres sujets qui sont intéressants et pour lesquels vous ne cessez de nous appeler. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Jancy, merci à Benoît, merci à tous les amis qui ne cessent de nous suivre et salutations particulières à toutes les personnes qui ne cessent de nous suivre dans la commune de la Gombe. Je vous aime beaucoup et on se dit au revoir et on se dit au revoir et à demain. Merci.